Donc, on va poursuivre sur les contre-mesures et on va faire ça de façon assez rapide parce que je crois que vous avez bien absorbé l'ensemble des messages qu'on a pu véhiculer jusqu'à ce moment-ci. Et on veut tous profiter à 100% du 5 à 7. Hein? Donc, sans plus tarder, on va y aller. Donc, on a le sondage. Est-ce que vous avez le sondage ou... OK. Répondez rapidement pour obtenir plus de points. Quel est le pourcentage des entreprises qui ont expérimenté un incident de sécurité au niveau IoT? 12, 13, 14, 15. 15 personnes, 16, 17, 18, 19. Ah! Donc, selon le rapport qu'on a, c'est 61%. Et qui a bien répondu? Et voilà, c'est... OK. Donc, 73 personnes ont répondu. Excellent. C'est bon, on n'a plus d'autres? Parfait. Donc, ici, on a quelques statistiques, mais on sait très bien que des statistiques, il faut prendre le temps de les analyser. Trop de personnes vont regarder un chiffre, puis vont porter jugement. Mais avant de porter jugement, il faut jouer avec ces chiffres-là pour en arriver à des statistiques. Donc, ici, on a deux tableaux qui sont en synchronisation. On va vous parler des contre-mesures, mais les contre-mesures viennent avec sa propre terminologie. Et c'est un volet un peu plus technique. Donc, quand vous allez entendre Yves, Roger et Viviane parler, ils vont sûrement utiliser ces termes-là. Et je voudrais juste apporter un point dans cette slide-là, qui est EPP pour Endpoint, donc des outils qui vont protéger des endpoints. On voit que la popularité dans l'entreprise, c'est 66%. Donc, 66% des entreprises vont de ce côté-là et que présentement, les technologies regardent qu'on est capable de faire du monitoring et l'utilisent à 48% pour cette raison-là et proactivement 72%. Donc, quand on regarde notre première ligne, la majorité des entreprises, dans le 66%, l'utilisent de façon proactive. Et les outils qu'ils voient déployer EPP puis EDR, pour ces entreprises-là, ça représente 81%. Donc, l'adhérence, ils voient ça comme étant un leader dans l'industrie. Si je descends au SIM, c'est 48%. Donc, aujourd'hui, 48% des industries utilisent des SIMs. Mais au niveau de la popularité, on voit qu'ils l'utilisent dans 25% du cas pour être réactif et 54% du cas pour être proactif. Et ça a une popularité de 78%. Tout ça nous permet d'analyser où s'en vont les trends. Là, je vais passer à l'autre tableau. Et à l'autre tableau, on a ramené ça en 6 verticales, où on parle d'alertes collectées à partir de solutions EDR, qui on voit sont très, très reconnues. Réactifs et proactifs ont les meilleurs pourcentages, donc ils sont en tête dans 25% des industries. Puis alertes produites des surveillances comportementales de réseau. On voit les chiffres qui sont 12, 18, mais en tête de fil 0. Donc, ça me dit que l'analyse des agissements, encore aujourd'hui, l'industrie n'a pas adhéré à ce concept-là qui est un système de proactivité. Ce qui nous emmène à dire c'est probablement la prochaine adoption d'outils en cybersécurité va être reliée directement au behavior analysis
ou l'analyse des activités. Comment se déroule l'attaque extérieure? On a les statistiques, donc on a parlé de personnes et en premier lieu, bien, on a l'ingénierie sociale. Et en bas, on s'aperçoit que c'est les applications web, injection SQL, qui, il y a plusieurs années, étaient la première menace. Donc, on voit que le tout a chaviré. Et si vous voulez choisir un outil aujourd'hui, bien, c'est des facteurs assez importants parce qu'on doit s'aligner avec la menace qui, elle, a changé en moins de 60 mois. Pourquoi les pirates piratent-ils? On a les réponses ici. Et là, je vais passer le micro. OK. À mon ami Yves. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est parfait. Donc, effectivement, je vais prendre le micro juste parce que moi, j'ai fait un petit parallèle, par exemple. Ce qu'on s'aperçoit ici, là, c'est que peu importe le type de cyberattaque, ils ont toujours une raison. On ne fait ça jamais par hasard. On a une cible. Dans certains cas, exemple, dans le coffre des rançons, on s'aperçoit que c'est 41%, menace interne à près 27%, côté politique, 26%. C'est pas pour rien que dernièrement, je me souviens, le gouvernement fédéral a mentionné qu'à cause que les actions s'en est, qu'il faisait un comité très spécial pour analyser effectivement les possibilités d'intervention de d'autres pays dans le processus d'élection. Donc, ils ont tous une raison, un derrière l'autre. Si on regarde encore là pour le nombre de violations, puis ce graphique-là était sur ce que j'avais déjà mentionné, c'est les 2000 plus grandes entreprises en Amérique. Bien, on voit que c'est surtout les attaques externes qui sont en dominance et puis on risque de ne pas diminuer de ce côté-là. Il y a une chose un parallèle qu'on peut faire, puis souvent j'aime ça le faire, c'est que je compare un peu le rôle des gens qui font de la cyberattaque. C'est un peu comme nos adolescents qui s'amusent à downloader des applications sur leur iPhone puis qui s'amusent avec. C'est pas long, après un certain temps, quand ils ont maîtrisé le jeu puis qu'il n'y a plus grand défi, on le jette et on passe à une autre affaire. Donc c'est pour ça aussi qu'en termes de type de cyberattaque, ces gens-là, lorsqu'il n'y a plus un grand défi, on switch. On switch parce que je veux trouver un autre plus grand défi. Donc il va toujours quand même y avoir une certaine raison derrière ça. Autre chose bien importante aussi, c'est que les attaques, comme je mentionnais, ils ont toujours une raison, mais c'est par industrie également. Si je regarde, par exemple, dans le domaine manufacturier, on n'attaque pas l'industrie manufacturière pour de l'argent, ou très peu. C'est surtout pour de l'espionnage. Parce que quand j'ai volé un secret, là, c'est beaucoup plus facile de vendre ce secret-là à l'extérieur. Ma raison première, c'était vraiment l'espionnage. Par contre, quand on parle du commerce, bien là, c'est les transactions bancaires, c'est l'aspect financier. Fait que c'est ça qu'on vise. J'ai parlé beaucoup au début de la présentation de mentionner que pour moi, c'est bien important quand on a pensé le scénario de la journée d'aujourd'hui, de penser que c'est la sécurité à l'intérieur de l'évolution et de la transformation des entreprises. Et j'ai posé la question au départ, je disais, ouais, mais qu'est-ce qui arrive avec la petite entreprise, la moyenne entreprise et la grande entreprise versus tous ces immenses produits-là et le type de sécurité qu'on doit installer dans nos environnements? Je reviens sur ce graphique-là, pour moi, je le trouve intéressant. Puis là, je vais le regarder dans un rôle différent. Moi, je vais prendre mon rôle de propriétaire d'entreprise qui doit faire ces investissements-là. Chaque entreprise a 3 choses qu'elle doit protéger le plus au monde. C'est propriété intellectuelle parce que c'est la valeur de l'entreprise. C'est les revenus. On doit protéger nos revenus parce qu'effectivement, on va être capable de survivre comme entreprise. Et souvent, notre réputation. Le plus important de voir, c'est que c'est le dôme qu'on installe au-dessus. Le dôme, l'épaisseur, l'étanchéité du dôme va dépendre du niveau de risque qu'on est prêt à risquer comme entrepreneur. Si pour moi, même si j'ai une petite équipe de 10 personnes, puis que pour moi, c'est hyper important parce que mes contrats ou mon seul client, souvent quand on a une petite entreprise, on a un client important, imaginons que c'est, je sais pas moi, la Défense nationale, bien, c'est hyper important pour moi, la sécurité, je vais devoir investir énormément, même si je suis une petite entreprise.
Par contre, si je suis une entreprise qui est fortement en forte croissance, mais au départ peu connue, qui commence à développer des choses intéressantes, mais c'est pas rendu au point de développer des brevets ou quoi que ce soit, peut-être que je peux me permettre de minimiser l'investissement que je vais faire pour la protection de mon fameux dôme et je vais plutôt continuer à faire une croissance à l'intérieur de mon entreprise, prendre mes argents pour réinvestir pour la croissance. Donc, la gestion de la cybersécurité est directement reliée à la grosseur de l'entreprise, mais c'est surtout directement relié à quelle insistance je veux absolument protéger mes propriétés intellectuelles, mes revenus et mes réputations. Je reviens à un autre graphique intéressant que je vais mentionner quand on dit que ce fameux graphique-là avait été fait par un sondage Gartner pour les 2000 plus grandes entreprises nord-américaines. Puis c'est une statistique de 2018. Là, on le voit. 30% des gens sont juste à l'ignorance, sont très naïfs. Ils n'ont pas vraiment investi au niveau de la sécurité. 50% d'entre elles, mais là, on est rendu 30 plus 50, c'est 80% des entreprises qui n'ont pas encore une stratégie au niveau de la cybersécurité. D'ailleurs, je serais curieux de voir, moi, ces 2000 entreprises-là, que demain matin, s'il était possible de faire un test, ou que toutes ces entreprises-là se retrouvent en mode cyberattaque, combien de personnes sont prêtes à réagir à une cyberattaque? Il y en a, à un moment donné, j'ai un copain qui travaille pour une autre entreprise qui me dit « Ah, nous autres, on est super protégés, là. » Oui, on est redondant. Chaque transaction est copiée en même temps sur 2 sites. Oui, mais j'ai dit, si tu as un ransomware, ça veut dire que ton ransomware va corrompre tes environnements aux 2 places en même temps. Comment est-ce que tu fais pour te relever de ça? Je peux pas. Ça va falloir dire que je vais retourner longtemps en arrière, puis je risque d'avoir des gros problèmes à restaurer mon information. Donc, il faut que chaque action qu'on prenne dans l'entreprise, on tienne compte effectivement de notre stratégie de sécurité. Donc, s'il y a juste 15% des entreprises en plus, là, on est rendu à 95% des entreprises qui sont encore au balbutiement d'avoir un semblant de stratégie au point de vue de la cybersécurité. Je pense que, imaginez, quand on parle des petites entreprises qui ne savent pas trop où s'aventurer et puis qu'on se demande encore qu'est-ce que je vais vouloir protéger, il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là. Fait que je vais inviter mon collègue Roger à venir sur la scène. Puis pour moi, ce qui est bien important, c'est que là, on va attaquer le côté un peu plus des contre-mesures. Donc, les contre-mesures, c'est quoi? Ce sont les outils qui nous permettent de se protéger. Mais ce que je vais surtout vouloir, Roger, c'est que tu m'expliques comment on applique ces différentes contre-mesures-là en fonction justement de la croissance et de l'évolution des entreprises. Donc, si je suis une petite PME, si tu me dis que je veux juste installer un petit firewall, mais moi, mes ambitions, c'est de devenir une moyenne entreprise puis une grande entreprise. À quel moment je dois faire ces différents investissements-là s'il y a des moments précis pour le faire? Je te laisse aller. Merci. Donc, effectivement, chacune des entreprises, quelle que soit sa grosseur, a un besoin en sécurité. Toute entreprise en a besoin. Comme on a parlé un matin, les dirigeants, la cybersécurité, c'est pas une problématique au niveau de la technologie, c'est une problématique qui s'en va au niveau de la direction de l'entreprise. Donc, l'entreprise, en tant que telle, en général, est responsable de la sécurité. Il faut qu'elle soit traitée au même principe qu'un disaster recovery où on parle vraiment de la gestion des risques. Donc, il faut aussi que l'entreprise soit consciente que au niveau juridique et des impacts juridiques, des impacts au niveau des réglementations pour chaque décision qu'ils vont prendre. On a parlé un matin aussi, Sylvain a parlé des risques qu'on avait et aussi d'impliquer au niveau de la... Pourquoi j'ai un blanc de mémoire? Au niveau du conseil d'administration. Donc, dans le conseil d'administration, on doit avoir quelqu'un qui représente la sécurité de l'entreprise. Donc, comme ça, la sécurité qu'on met en place, c'est pas une sécurité qui est basée sur la grosseur de l'entreprise, mais sur ce que l'entreprise veut réaliser. C'est ça qui est important de comprendre là-dedans. Donc, quand on parle des entreprises, quand on parle du Canada, par exemple, une petite entreprise n'est pas le même volume, n'a pas la même grosseur qu'une compagnie mondiale au niveau. Si on parle du exemple Bombardier, pour nous autres au Québec ou au Canada, c'est une large enterprise. Quand on considère au niveau des États-Unis, c'est une entreprise qui est une PME. Donc, on va s'entendre que ce n'est pas la même qualification, pas la même grosseur, mais pour nous, au niveau de la sécurité, ça demeure important. Donc, quand on parle
que... Tu peux-tu revenir 2 secondes? J'ai juste une petite question pour toi. Ouais. Si je vois le graphique que tu nous as présenté ici, là, je m'aperçois que, dans le fond, une des belles solutions à faire pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises, c'est peut-être d'aller plus vers des services infogérés. Je me trompe? Non, effectivement. Dans le fond, aujourd'hui, quand on regarde les entreprises, les petites entreprises vont s'en aller en mode interne aujourd'hui. Puis la plupart des entreprises vont aller au niveau interne, mais on va essayer d'avoir une gestion qui va se faire avec du ressource interne. Mais étant donné qu'on a un short staff aujourd'hui, à mesure qu'on va aller puis que les besoins technologiques grossissent, on va aller vers un déploiement qui va aller dans le cloud. Puis dans le cloud, ça peut être un mode déploiement dans le cloud, comme ça peut être un déploiement on-premise, mais le service peut être en SaaS, donc en cloud, ou par une gestion managed services dans le cloud. Donc, ce qui nous permet, même si on est une petite entreprise, qu'on ne peut pas investir un gros montant au niveau des technologies, parce que la cybersécurité, ce n'est pas une technologie, c'est un risque, c'est une histoire d'entreprise, gestion de risque. On va être capable quand même de mettre des solutions qui sont appropriées pour le besoin de l'entreprise. Puis pourquoi je reviens aux besoins de l'entreprise comme ça? C'est que quand on veut bâtir une stratégie au niveau de la sécurité pour une entreprise, c'est la qualification ou ce que le plan d'affaires de l'entreprise qui va nous guider dans nos stratégies. Si, par exemple, je ne sais pas si j'avais répondu à ta... Oui, ça va, absolument. Je me gênerai pas, Roger, je te le dis. En passant, j'ai une petite anecdote Oui. pour vous autres. Je ne sais pas si vous connaissez Dwayne Johnson, The Rock, l'acteur, tout le monde le connaît. Tu sais, dans tous ses films, tu sais, beau bonhomme, grand, bétail, mon jumeau. Dans tous ses films, il est toujours la face toute trempe. C'est moi qui ai montré comment faire ça. OK, donc, pour revenir à notre histoire, ça. Donc, quand je parle que l'entreprise doit définir son plan d'affaires, si j'ai une entreprise qui décide d'agrandir son territoire, je veux aller en Europe, dans le GDPR. Me bâtir en Europe, je veux avoir une autre chaîne de production totalement automatisée. Je veux avoir un site transactionnel. L'entreprise, les dirigeants qui vont établir ce plan d'affaires-là, doivent partager cette information-là pour que je puisse bâtir une stratégie de sécurité. Parce que toutes ces décisions-là vont faire en sorte que ma sécurité est affectée. Dans le fond, exemple, si je m'en vais justement en Europe, je vais avoir des réglementations, possiblement comme le GDPR, au niveau de la réglementation au niveau des datas personnelles. Si je veux faire du traitement en ligne, donc de la transaction transactionnelle en ligne, bien, je vais avoir des réglementations à suivre. Donc, quand je vais arriver pour bâtir ma stratégie au niveau de la sécurité, je vais prendre l'information que j'ai eue au niveau de la direction et je vais sélectionner une méthodologie ou un framework de conformité par rapport à ce que je veux établir comme service. Ces frameworks, comme je disais, ça peut être GDPR, ça peut être SOC, ça peut être SOC, ça peut être différents types de méthodologies, de frameworks, de cadres, qu'on dit en français. Mm-hmm. Et après ça, ce que je vais faire, selon mon industrie, je vais choisir un framework de sécurité. Donc, ça peut être PCI, ça peut être COBIT, ça peut être NIST, comme on a discuté. Donc, ces items-là, les frameworks qu'on va avoir choisis, vont respecter ce que le plan d'affaires de l'entreprise. Donc, l'entreprise va nous avoir guidé sur qu'est-ce qu'on veut réaliser. Je vais être capable de bâtir une stratégie qui se base sur ces stratégies-là. Donc, une fois que j'ai mes frameworks de sélectionner, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une correspondance entre les points communs des différents frameworks. Donc, exemple, si je prends un framework de conformité qui a besoin d'avoir la gestion d'identité, et dans mon framework de sécurité, je vais avoir la même chose. Donc, c'est un point commun entre les deux. Je vais sélectionner ce contrôle-là dans ma stratégie, dans mon architecture, dans ma stratégie des contrôles à mettre en place. Donc, ça correspond, dans le fond, que de plus en plus, on s'aperçoit que dans l'industrie, on voit de plus en plus le rôle de l'agent de sécurité, ce qu'on appelle le CSO maintenant, parce qu'il ne relève plus nécessairement de l'aspect informatique, mais maintenant de la haute direction. C'est parce qu'on veut s'assurer que la haute direction informe sur une base quotidienne
toute modification à stratégie qui pourrait avoir un impact sur la sécurité. Exactement. Tu sais, si on revient à, la direction voulait mettre en place une nouvelle chaîne de production automatisée. Bien, automatisé veut dire des sensors, ça veut dire des IoT, ça veut dire un paquet d'équipements qui vont être branchés et qui vont être accessibles. Bon, au niveau de la stratégie, je dois le savoir, cette information-là, parce que les équipements IoT, si c'est des équipements qui sont déjà existants, il y a des chances que ça vienne géré par un Windows XP. OK. Là, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus rien là-dessus. Donc, toutes les vulnérabilités qui sortent sont là, sont attaquables. Dans d'autres cas, ça va être un board quelconque qui va être acheté à quelque part, que le manufacturier va fournir, et il va installer un logiciel. Puis, ce matin, on a vu que les développeurs, un certain nombre limité de développeurs, avaient des connaissances au niveau de la cybersécurité. Ce qui fait quoi? Ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des équipements sur le réseau qui a zéro sécurité, qui est impossible de protéger. Le device en tant que tel n'a pas de protection. Il faut donc s'assurer que quand on fait notre stratégie, on met en place des outils, des équipements qui vont protéger ces équipements-là du reste de l'environnement. Donc, une fois que la stratégie est développée, maintenant, on passe en mode architecture. On passe en mode architecture. Parce que la stratégie va définir les contrôles qu'on a besoin. Et là, au niveau de l'architecture, ce qu'on va aller sélectionner, c'est là qu'on parle de technologie. On va aller choisir la technologie qu'on a besoin, on va évaluer les différentes technologies qui sont disponibles dans le marché. Et qu'est-ce qui va faire du sens au niveau des prix revient. Et on va aussi sélectionner la méthodologie de déploiement. Donc, est-ce que le déploiement va être local? Est-ce qu'il va être dans le cloud? Est-ce que ça va être la gestion interne ou est-ce qu'on va prendre une gestion externe parce c'est trop intense au niveau des technologies? Donc, en fait, ce qu'on recommande souvent aux gens, c'est aller plus rapidement vers un service géré, quitte à plus tard vous équiper vous autres-mêmes parce que c'est votre souhait, mais au moins avancer plus rapidement au niveau du déploiement de la solution. Exactement. De façon dont, quand on disait à la slide précédente, les solutions qui vont être déployées vont être, ce qu'on voit comme pattern, c'est qu'ils s'en vont dans le cloud. Ils vont être installés à l'externe, ils vont être gérés à l'externe. Outre les large enterprises, les grandes entreprises, où la solution va être déployée localement, mais va demeurer être gérée par l'extérieur, par quelqu'un en service MSP. Okay. Maintenant, on passe à l'opérationnel. Bon, comme n'importe quel autre environnement, il faut être capable d'opérer les systèmes. Donc, on va gérer les SLA, s'assurer que ce qu'on met en place n'affecte pas les usagers, qu'on respecte les contrats de service qu'on donne, nous autres à l'interne. Ensuite de ça, c'est trop petit, je ne suis pas capable de lire ça. Donc, au niveau des capacités, au niveau des performances, comme n'importe quel autre environnement, ce qui est important de gérer quand on parle de cybersécurité, on va parler des usagers. Naturellement, il faut être capable de gérer les comptes d'usagers. Le pourcentage d'entreprises que je dirais que les employés qui sont partis, que les comptes existent encore, qui sont encore actifs, me fait peur. C'est un RH ne met pas au courant le département TI. Il n'y a aucune communication. On se retrouve avec des usagers qui sont partis depuis 5 ans, qui existent encore, puis que le monde se demande qu'est-ce que ça fait là. Donc, il faut avoir absolument une gestion au niveau des usagers. Ça fait partie de l'opération. Et vulnérabilité. Ça, dans le fond, tout ce qui est patching, tout ce qui est mise à jour des logiciels, je suis pas mal sûr que tout le monde a déjà eu ici un pop-up à l'écran pour dire qu'il fallait mettre à jour Adobe ou Java. Moi, je l'ai vu, puis je l'ai vu souvent. Puis, est-ce que quelqu'un d'entre vous qui a déjà vérifié si c'était vraiment Adobe ou Java qui vous disait qu'il y avait un update à faire? Pas mal convaincu qu'il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Il ne faut pas laisser les usagers décider de la mise à jour à faire. Il faut gérer ces mises à jour-là. Quand on ne les gère pas, on se retrouve avec des problèmes. Donc, quand on parlait tantôt des IoT, où est-ce qu'on va avoir un PC XP qui va avoir qui va être, je vais gérer votre machinerie, qui va gérer votre centre de production. XP, il n'a pas rien pour gérer les vulnérabilités. Et c'est ça qui gère votre chiffre d'affaires, qui fait que vous générez des chiffres d'affaires. Je jasais dernièrement avec une compagnie manufacturière, puis le directeur de l'usine disait qu'un de ses problèmes, c'est souvent que quand on installe une nouvelle machine, ça donne, excusez mesdames, mais c'est souvent des gars puis qui installent une nouvelle machine, puis les nouvelles machines ont juste le hâte de le tester. Puis qu'est-ce que les gars font jamais? C'est quoi? C'est lire le manuel. Puis souvent, il va y avoir un petit mot de passe pour faire une configuration, mais personne ne le lit, ça, personne n'est au courant. Fait que la machine devient opérationnelle, puis il n'y a aucune modification de ce foutu mot de passe-là qui est fait. Et puis ça, c'est la hantise de tous les directeurs d'usine, parce qu'ils font confiance à leurs équipes pour
justement installer les nouvelles machines parce qu'on veut monter en production le plus rapidement possible. Sauf qu'il y a des petits caractères ou des petites instructions dans le manuel qu'on ne lit pas, puis qui fait qu'il crée des brèches de sécurité. Ah, effectivement, c'est constamment ça. Puis ce matin, on a aussi à parler de la vision, donc d'être capable de voir ce qui se passe sur le réseau. Donc au niveau de la gestion opérationnelle, il faut surveiller ce qui se passe sur le réseau. On va parler d'outils un peu plus tard par rapport à ça, mais si on n'a pas de vision sur ce qui se passe, on ne peut pas réagir, on ne peut pas traiter, on ne peut pas rien faire. Il faut être capable de voir ce qui se passe. C'est un minimum. Exact. Donc là, on parle des outils, puis par quoi on commence lorsqu'on commence vraiment à mettre notre architecture en place? Ça? Quel genre d'outils qu'on doit commencer à travailler avec? Ben, la base, c'est qu'il faut protéger le périmètre. Donc, on va vraiment avec la base. Là, tantôt, on parlait de 90% du monde est capable de regarder au niveau de la protection à mettre. On va commencer par ce 90%-là. Donc, le périmètre, c'est ça qui fait le lien entre vos données privées et ce qui se passe au niveau Internet. Donc, la première chose à mettre, c'est un firewall. On en a parlé un matin. Mais le firewall, tu as différents types de firewall. Donc, c'est un firewall qui va juste filtrer le trafic, comme qu'on peut prendre des firewalls de type UTM, Unified Threat Management. Ces firewalls-là vont avoir des features, des fonctions supplémentaires qui vont faire du filtrage web, de l'antivirus, de l'anti-spam, on peut faire du IDS, IPS, à travers une seule et unique appliance qui va filtrer. Auparavant, on voyait ces appareils-là seulement que dans des petites compagnies, mais aujourd'hui, on la voit dans le large et même dans des fournisseurs Internet qui vont utiliser ce genre d'appliance-là. Demain, si vous voulez voir, il va y avoir Fortinet qui va être un breakout session, donner des démonstrations sur le plus avancé au niveau du produit. Okay. Ensuite de ça, on parle de DDoS, de Distributed Denial of Services. Répète-moi ça. Distributed Denial of Services. OK, merci. C'est pas nécessairement partie de la base de la sécurité, mais dans le cas où vous avez un site web qui est transactionnel ou qui peut être très achalandé, vous pouvez avoir des compétiteurs ou des robots qui vont attaquer, c'est-à-dire qui vont flooder le network pour le rendre indisponible. Exemple, si vous allez demain, il y a un spectacle qui est annoncé pour YouTube, puis c'est à midi que ça sort. Ben, tout le monde à midi se retrouve sur le site web pour essayer d'acheter des billets. Ben, c'est pratiquement un denial of services, mais qui est voulu, parce que c'est du trafic légitime qui est là pour essayer d'acheter des billets. Mm-hmm. Dans le cas où on parle d'une attaque, ce sont un paquet de robots qui vont essayer d'établir des connexions sur votre serveur jusqu'au point que le serveur ne répondra pas. Donc, on peut mettre on parlait le matin avec, je pense que c'est Karim qui parlait de mettre des load balancers pour être capable de séparer plusieurs serveurs, séparer le load. Dans d'autres cas, même si on fait ça, on se retrouve tout simplement à remplir votre bande passante, puis bon, le serveur devient plus disponible parce qu'il n'y a juste plus de bande passante. Ce qu'on va faire dans certains cas, c'est des fournisseurs Internet vont avoir un service de protection de leur côté pour protéger, pour empêcher que ça rentre sur votre réseau. Donc, vous allez avoir une protection en aval du système pour vous protéger. L'autre chose, d'IDS, IPS, c'est Intrusion Detection System puis Prevention System. Ça, on l'a dans le firewall UTM. Mm-hmm. On peut mettre d'autres appliances aussi à l'extérieur qui vont être dédiés à scanner le trafic, voir qu'est-ce qu'il y a des intrusions. Mais on va le mettre à l'interne du réseau pour voir vraiment ce qui se passe. Ça va nous permettre de voir qui parle à qui. Dans un environnement normal, dans un réseau, les PC vont parler avec les serveurs, vont parler avec les imprimantes, vont parler avec Internet. Normalement, ce qu'on appelle la communication East-West, c'est-à-dire PC à PC, ça ne devrait pas arriver. C'est très rare que ça devrait arriver. C'est que si on voit des communications qui se passent comme ça, il faut réagir parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, un produit à la StreamScan va détecter ce genre d'anomalie-là. L'IDS IPS sur le réseau, c'est vraiment de voir les anomalies, les malwares, qu'est-ce qui roule sur le réseau, puis de pouvoir réagir en temps réel. OK. Ensuite de ça, là, on va parler. Comment dirais-je? Bon, le périmètre, il a agrandi. Le périmètre, c'est rendu qu'on parle de postes de travail, de tous les usagers. Donc, il faut protéger ces pays-là. C'est comme la garde éloignée, si on veut. Là. Oui, c'est ça. Puis il est éloigné longtemps parce que l'usager se promène un peu partout avec les affaires. Donc, on parle, pour commencer, on peut parler d'antivirus. L'antivirus peut être juste un web filtering.
qui peut se faire sur l'UTM aussi, mais idéalement, normalement, on va mettre un antivirus sur les appareils. Puis, au niveau des serveurs, ce qu'on va faire, on peut mettre un antivirus ou on peut mettre un whitelisting, c'est-à-dire qu'on va mettre un logiciel où est-ce qu'on va identifier quel logiciel a le droit d'être exécuté, puis si tu ne l'as pas identifié comme pouvait être exécuté, il ne sera juste pas exécuté. Donc, on se retrouve à protéger contre tout ce qui n'est pas identifié. Après ça, au niveau des PC, on a parlé ce matin de la quantité de virus qui sort à tous les jours. Ce qu'on veut faire, c'est se protéger de ça, mais auparavant, les antivirus avaient une base de données. Et les signatures de tous les virus étaient là-dedans. Mais la quantité qu'il y a aujourd'hui, c'est à peu près impossible d'avoir ça. Donc, un antivirus qui fonctionne avec une signature, c'est pratiquement inutile. Fait que avec quoi qu'on va fonctionner? On va fonctionner avec un logiciel à la Carbon Black, demain vous allez avoir un breakout session là-dessus, qui va fonctionner avec des patterns. Une attaque possible avec un virus, il y a environ une centaine de patterns possibles. C'est pas des millions, il y en a à peu près une centaine. Le chiffre exact, je ne l'ai pas. Mais ce que ça fait, c'est qu'exemple, si vous ouvrez un fichier Word, le fichier Word, s'il ouvre un PowerShell, puis le PowerShell essaie de faire une autre commande, c'est pas normal. Même s'il n'y a pas de virus dedans, un fichier Word ne devrait pas faire ça. Donc ça, c'est un pattern d'attaque. Il va y avoir une liste de patterns comme ça possible. Fait que un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle va bloquer ce genre de choses-là. Donc il n'y a pas de signature. Tout ce que c'est des patterns sur l'intelligence artificielle. Fait que ça, c'est l'autre méthode où on va protéger, puis c'est très importante. On a parlé de la gestion des vulnérabilités. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, je suis pas mal convaincu de WannaCry. C'est un des premiers cryptoware. Ça a été il y a eu des millions de PC qui ont été infectés par ça. Mais ça quand ça a sorti, l'attaque, c'était, il utilisait une vulnérabilité dans le logiciel de Windows. Mais cette vulnérabilité-là était connue depuis 60 jours que la patch était sortie. Donc, 60 jours après que la patch était disponible pour protéger les OS, une infection ça a été des millions de PC. 30 jours plus tard, Merck a été infecté par une autre version de ce cryptoware-là. Ça a coûté des millions de dollars. Ça faisait 90 jours que la patch était disponible. Quand on parle de gestion des patchs, de pousser les patchs, c'est important. Oui, bien, souvent, on a, comme usager, là, on entend deux discours. On entend le discours, il faut faire des mises à jour pour la sécurité, c'est bien important. Puis de l'autre côté, quand on prend, par exemple, surtout nos amis Microsoft, les mises à jour de Microsoft, souvent on se dit « Hey, t'es-tu rendu à telle version parce que ça plante souvent, c'est pas très solide. » Comment on fait le choix? En priant. Non, naturellement, on utilise les logiciels pour pousser les updates. Idéalement, on va avoir un environnement de test, mais les environnements, normalement, sont mis à jour et sont déjà testés. Mais c'est sûr que l'interopérabilité entre les différents systèmes, hier, justement, je parlais avec Martin de OS2, l'ancien système d'exploitation de Microsoft. Très bon système. Oui, très bon système. Mais moi, à l'époque, j'étais chez la Fédération des caisses d'économie Desjardins, puis je déployais ça à travers la province. Puis je m'occupais de tous les déploiements des caisses. On achetait des PC IBM, OS2, mais quand j'avais une mise à jour d'OS2, mes PC ne marchaient plus parce que les firmware et les drivers ne marchaient plus. Ils n'étaient pas compatibles en chaque. Donc, ça fait quand même un bout. Je suis plus jeune. Là. Mais ma blonde m'a dit ça, j'étais plus genou. Là, bon. Donc, c'est sûr qu'il faut valider les compatibilités entre les différents systèmes. Ça, c'est clair. Mais il faut pousser nos patchs. Le choix de ne pas pousser des mises à jour versus continuer à être en affaire. Parce que c'est ça que ça vient à être. Là. Excellent. Donc, ensuite de ça, l'autre partie qu'on va parler au niveau du périmètre, c'est les mobiles. Les merveilleux téléphones, les cellulaires. Les données de l'entreprise sont là-dessus. Si l'entreprise nous fournit un cell en tant que tel, on est capable avec un UEM ou avec un logiciel pour faire la gestion des mobiles, de gérer cette sécurité-là, c'est beau, c'est correct. Sinon, si l'employé, vous avez entendu du BYOD, le BYOD, ça veut dire que l'usager va emmener ses devices. Sur mon téléphone, j'ai 4 emails personnels. Mais j'ai les mails aussi de la business, et j'ai les données de la business, et j'ai mes données personnelles.
Si on veut être capable de gérer ça correctement, il faut être capable de créer une bulle qui va mettre toutes les données de l'entreprise dans une bulle qui est encryptée, qui est fermée et qui va établir un VPN pour accéder les données de l'entreprise ou accéder à l'entreprise. Donc, on va utiliser un UEM, Unified Endpoint Management, puis cette même console-là va nous permettre de gérer les patchs d'Android, exemple, et les mises à jour de Windows, et même de déployer les applications qu'on veut qu'ils soient rendues disponibles aux usagers. L'avantage de ça aussi, c'est que si l'usager part de l'entreprise, bien, vous êtes capable d'effacer tout ce qui a rapport à l'entreprise sur le téléphone sans affecter le reste des données qui sont personnelles à l'usager. Donc, on vient de protéger les postes et les mobiles et les données de l'entreprise. Là, il y a un nouveau petit terme là-dedans que je ne sais pas si tout le monde vous connaissez, c'est le MTD, qui est le Mobile Threat Defense. Le Mobile Threat Defense, il faut comprendre que quand je prends mon téléphone puis je m'en vais dans l'entreprise, j'embarque sur le réseau de l'entreprise. Même si j'ai une bulle qui est encryptée pour les données de l'entreprise, je suis quand même sur le réseau de l'entreprise. Si j'ai installé des applications qui sont... Il faut comprendre qu'au niveau des mobiles, là, il y a une application sur 5 qui vont leaker des données, qui vont leaker de l'information. Puis il y a 42 millions de malware par année qui sont sortis pour les mobiles. Donc, moi, mon téléphone qui est personnel, là, j'ai des applications, est-ce qu'elles sont legit? Est-ce qu'il y a quelque chose de correct avec? Et qu'est-ce qui sort de mon téléphone? Il faut que je le manage. Donc, un MTD, ce que ça va faire, c'est que ça va scanner les applications que vous avez installées, vérifier si la source est légitime, vérifier si le code source n'aurait pas une vulnérabilité dedans ou s'il ne créerait pas de l'information. Et ça va aussi scanner le réseau complet du mobile, donc toute donnée qui sort du téléphone. Donc, on se retrouve à être certain de ne pas infecter, de ne pas scanner, de ne pas embarquer sur le réseau, et ce qui roule dessus le téléphone personnel ne viendra pas impacter d'autres choses. Et ça aide à sauver la batterie du téléphone cellulaire. Donc, ça, en passant, demain, on a des sessions MAS 360 qui est le UEM. Et on a aussi MTD là-dedans on va discuter demain. On va en parler aussi lors des breakout sessions. OK, on doit accélérer. Le NAC? Le NAC, c'est, encore une fois, si je prends mon laptop, je m'en vais dans une entreprise, je me prends sur le port réseau, j'obtiens une adresse IP. Bon, j'ai-tu une infection, j'ai-tu quelque chose qui se passe au niveau de mon PC? Est-ce que je peux causer des problèmes sur le réseau? Le NAC, ce qu'il va faire, c'est un Network Access Control. Donc, on va s'assurer qu'un PC ou un appareil qui se branche sur le réseau ait le droit de se brancher sur le réseau et qu'il se retrouve dans le bon réseau. Exemple, si je suis des finances, mon département, vous avez déjà des VLAN en place, mais c'est configuré pour port X, Y, Z. Si je suis en finance puis je m'en vais dans la salle de conférence, je me retrouve-tu dans une salle guest, dans une invitation guest, ou j'ai accès à mes informations de finance? Le NAC va configurer le réseau de façon dynamique pour que vous ayez accès toujours à vos données. Donc, vous allez toujours sur le bon réseau. Mais quand vous allez vous brancher, il va valider est-ce que j'ai le bon antivirus, est-ce que j'ai les bonnes patchs. Ça peut vous empêcher de brancher des clés USB parce que les merveilleuses clés USB, on va s'entendre que c'est une belle trappe. Trouver une clé USB à terre. Qu'est-ce que ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est un beau cadeau pour mettre dans une entreprise. Donc, le NAC va nous protéger de cette façon-là, s'assurer qu'on se branche à la bonne place, qu'on a la bonne version. Donc, tout est correct de ce côté-là. Donc, je vois bien que de ce côté-là, on n'est quand même pas obligé d'aller jusqu'au NAC si on est une petite moyenne entreprise puis qu'on a les budgets un peu plus restreints. Mais c'est quelque chose au moins d'intéressant de connaître à l'avance, de façon que lorsqu'on évolue, toujours penser en fonction, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être utile pour moi? Oui. Puis l'autre chose qui va nous permettre de faire, dans le fond, c'est qu'il je reviens à la première slide où on parlait de la grosseur de l'entreprise. Oui. Un NAC pour une petite entreprise peut être très intense au niveau de la configuration et de la gestion. Par contre, si on s'en va en mode MSP, dans un service géré, une fois que c'est configuré, ça peut être monitoré, après ça, on va être correct. OK. Une fois qu'on a protégé le périmètre, en termes de contre-mesures, ce serait quoi la prochaine étape? En fait, la première étape, que je n'ai pas mis là-dedans, mais que je voulais parler, c'est la sensibilisation. On en a parlé depuis un matin. Les usagers doivent être
sensibiliser au niveau de la sécurité. Si on ne le fait pas, on court définitivement après le trouble. C'est une des premières items des campagnes de phishing, de faire de la sensibilisation, protéger les courriels, mettre les systèmes en place pour protéger les courriels. Office 365 a une protection pour les mails. Est-ce suffisant? Pas toujours. Donc, de passer, Office 365 va avoir un E3 qui va avoir une certaine protection. Si on veut aller plus haut que ça, E5, ça va commencer à coûter cher. On peut penser à une solution Proofpoint qui va être supérieure, mais qui peut s'intégrer avec toute la solution de phishing et de sensibilisation. Excellent. Donc, après les périmètres? On parle d'identité, donc OK. la gestion d'identité. Donc là, on parle de mot de passe. Là, on parle de mot de passe, on parle de plusieurs applications, c'est-à-dire que on a une prolifération qui se fait au niveau des applications qu'on doit s'identifier. On va avoir l'identification locale, mais on va avoir des identifications aussi dans le cloud. On a plusieurs SaaS. On va avoir des SaaS qui sont dans Azure, dans Office 365, on va avoir Salesforce, on va avoir différentes applications. Et à chaque endroit, on va avoir un nom d'usager et un mot de passe. Si on est chanceux, on peut peut-être se retrouver avec quelque chose qui est unifié, qui est fédéré avec votre Active Directory. Mais quand que je dis chanceux, c'est un bien grand mot, parce que ça veut dire que vous avez 5 minutes? 5 minutes? Sérieux? Bon, ça va nous permettre, dans le fond, si on a Active Directory, ça veut dire un usager et un mot de passe. Si on l'a, ça veut dire qu'on a accès à tout. Ce qu'on va mettre en place, c'est un outil qui va faire de la gestion des identités on-premise, donc local et dans le cloud. Et on va ajouter une authentification forte. Donc, on va ajouter que ce soit des tokens, que ce soit la biométrie, que ce soit par texte, par différentes façons. Mais on va ajouter une sécurité supérieure qui va nous permettre de, justement, que cette authentification-là soit secure, mais que chacune des applications après ça va être authentifiée avec un single sign-on avec cette gestion-là. Donc, on va se retrouver avec s'authentifier une fois d'une façon très secure, et après ça, l'application va nous authentifier aux différentes applications. Ce qui fait que quand un usager part, ben, on peut juste aller à un endroit et effacer cet usager-là ou désactiver cet usager-là sans être obligé de faire 50 places. Donc, on simplifie la vie au niveau de la gestion. L'autre chose qui est importante à considérer, parce qu'on va couper ça assez vite, c'est les PAM. Donc, le PAM, c'est un Privileged Access Manager. Donc, les entreprises aujourd'hui, short staff, on a la misère à trouver des ressources. On fait quoi? Est-ce qu'on engage du monde externe? On engage des consultants. Puis ces consultants-là, en tant que tels, ont accès, des accès administrateurs au système et ils font de la gestion, ils font des modifications des systèmes. Il faut gérer ces accès-là, il faut savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils gèrent, qu'est-ce qu'ils touchent et qu'est-ce qu'ils changent. Donc, on va avoir une console de gestion, un PAM, qui va nous permettre de gérer ces administrateurs-là, qui va donner des accès, que ce soit par VPN, mais qu'on va être capable de journaliser l'ensemble de ce qu'ils font pour être capable de retracer et de faire un suivi sur tout ce qui est fait par ces usagers-là. Good. Ce qu'on voit à droite, c'est qu'effectivement, ça doit faire, tous ces traitements-là doivent faire partie quand même de notre plan de gouvernance pour s'assurer que tout le monde, on communique l'information sur les façons de gérer ces identités-là et puis quelles sont les règles à suivre. Oui, ça, dans le fond, ça revient à ce qu'on a parlé au début. Donc, on a fait un framework, on a choisi des contrôles qui faisaient rapport à des frameworks de conformité, frameworks de sécurité. Donc, tous ces frameworks-là, il faut les respecter. C'est en implantant des systèmes d'identité comme ça qui vont nous permettre de suivre certains contrôles. Après la gestion des identités, ça devient quoi le prochain défi? Hello! Excellent. Bonjour à tous, je suis Vivienne d'IBM Security. Je suis le leader de technologie pour notre partenaire d'IBM Security. Je m'excuse, je vais parler en anglais parce que j'ai pratiqué hier soir et je comprends bien assez le français, mais je suis plus intelligente en anglais. Donc, je m'excuse and here we go. So, you've heard so much today about hackers and what they do and who they attack and what they're after. And if I were to generalize it, I would say the hackers are after one of two things. Sometimes both. They're after your data and they want to attack your systems. And data protection and data privacy is incredibly important right now because with things like GDPR and the privacy regulations that are coming across the world, it's not just about protection of your information, assets, customers, reputation, finances, and all that. It's also about an ethical duty
a very 21st century notion of the obligation that data holders and data processors have to data subjects. And data subjects, every single one of us is a data subject. When you give your address to Amazon to send you water filters on a regular basis, when you buy and download an album off of iTunes, every transaction you commit online gives more of your data to data holders and processors. And it's a very modern notion, and it's new, and people are uneasy about it, but this is the way it's going to be. So as an enterprise or as a government providing services to your citizens, or an enterprise providing goods to your customers, you have that duty to your data subjects. So data privacy and data protection is coming into the spotlight like it hasn't in years. So when you look at what you have to do for data protection, there's 4 basic things. If we were to draw out a framework, everyone loves talking about frameworks, right? A lot of us are here with representing companies that do some kind of consulting. But if you were to break it down methodically, if you're going to embark on any kind of data protection journey, what do you have to do? The first thing is discovery. You have to figure out, where is my confidential data? Where does it live, and what needs to be protected? And it's shocking how many people don't have a good handle on it. I'm not going to ask for a show of hands, because I'm not going to ask for a show of hands, but if at any point in time anyone around you has talked about cloud or leveraging cloud services or putting data or moving any of your workloads into the cloud, then you've added a whole layer of complexity around how you're going to protect data. You've created a whole other place for your data to live. And unless you're very clear with your cloud providers about what's there, what's protected, how is it protected, and what are they responsible for, and what am I responsible for, you've got a huge vulnerability. Around 70 to 80% of the attacks that we see every year involve misconfigured cloud servers at some point in time. So while it might be tempting and it might be comforting to say, well, I use AWS, I'm going to trust Amazon, you really shouldn't. You need to be on top of that and understand. So the first step is always discovery. Where is my sensitive data, and how is it being protected? Usually along with that comes some activity of consolidation, because surprise, surprise, most people find that they've got data all over the place. So you want to consolidate your resources so you can effectively and efficiently protect them. The best way to secure data would be probably to encrypt all of it, stick it all in a lead box, and bury it somewhere under Mont Royal. That would do it. But it's incredibly expensive, and it makes it really hard for you to run your business if that's where all your data lives. I live in NDG, so maybe I could just put it in a box and throw it over where they're doing the work on the Turcotte, and no one will ever find it there. But you got to think about how you're consolidating your data, what you're protecting, and what are the vulnerabilities. And this involves being both reactive and proactive at the same time. You also need to think about access. And one of the challenges we have in security is that the things you do to secure the enterprise are not terribly user-friendly. And that's why you have sticky notes where everyone writes down their passwords. And that's why we have data living in all kinds of places, because, I've got a development team that needs some test data for the web portal they're developing. I'll just grab a copy of our customer database and test that. That's a great idea. It's incredibly insecure. It's a very bad practice, and lots of people do it. So you've got to figure out who should have access to this data, how should they access it, and how do I know that it's not being accessed improperly? Does this sound like a headache? This is why it's hard for everybody, right? Finally, you need to think about how you're controlling and monitoring that. So you don't just look at your data at rest and encrypting and protecting it where it lives. You think about your data in motion and constantly monitoring to see who is accessing it. Are they doing it through the appropriate applications, or do we have some kind of skunkworks outfit that's accessing our data through other means or through other interfaces that we haven't authorized? And what do we do when we find uncontrolled access or inappropriate access? When do we quarantine? When do we shut down? When do we revoke privileges? When do we have to look at locking down databases? Because these are all expensive
and business affecting steps that you might have to take, but you might have simpler remediations that you can get on top of if you have a defined data protection program. Understanding what the risks are and how you're going to respond to them is key. Tomorrow, I will be presenting with my colleague John Beal a session called When Stuff Meets Fan. We're going to look at Equifax, we're going to look at WannaCry as two examples of high-profile breaches and that had enormous implications. The Equifax brand image has not recovered 2 years later, and it won't for a long time. And there are some very basic things that would have helped them and could have helped them turn the ship around even after they knew they'd been breached. We're going to talk about that tomorrow. The WannaCry vulnerability, as Roger mentioned, 1.7 million endpoints 2 years later, still not patched. We're going to break down WannaCry a little bit more and just kind of stress that point that it's basic hygiene that we should all be responsible for. There we go. So if I were to talk about our overall mandate from a program of data privacy, obviously I believe that IBM Security has the best data protection platform on the planet, and that would be IBM Guardium. But from any technology, any kind of countermeasures that you're looking for around data protection, you need to look for these basic things. You need to be looking at your data, whether it's in the cloud or on-prem. You need to look at it at rest and in motion. And it's not just about the technology that you use, it's also about the strategy and our ethical responsibility to protect the data of everyone that we hold. So I'm going to keep that brief. We'll talk a lot more. We'll get more into this stuff in our session tomorrow. And back to Roger. Oui, donc maintenant qu'on protège nos données, on a une bonne vision sur ce qui se passe au niveau du réseau, mais on est sûr de tout voir, de comprendre ce qui se passe au niveau de nos environnements. La première chose qu'on va ajouter, c'est de s'assurer qu'au niveau des données, on voit vraiment tout, mais on voit tout ce qui sort de l'entreprise. Parce que je ne suis pas certain que tout le monde sont au courant des informations qui sortent de l'entreprise par Dropbox, par OneDrive, par quelques autres shares qui sont possibles sur Internet ou encore par email. Donc après ça, l'autre chose qu'on va regarder, c'est une vision du réseau, ce qu'on va faire on a parlé plutôt d'un SIM, donc de faire une corrélation des événements. Donc on va parler de ça avec Viviane encore une fois. Et l'orchestration, donc dans le cas d'une infection ou d'une attaque, d'être capable de réagir rapidement. Donc, c'est pas tout de savoir qu'il se passe quelque chose, il faut être capable de réagir. Encore une fois, Viviane va nous parler de ça. Okay. No, not this one. Not your turn yet. No. Continuez. Donc, on parle d'un DLP, un Data Leak Prevention. Donc, on veut s'assurer que les données qui sortent de l'entreprise doivent sortir, et quand elles sortent, peut-être qu'il faut les encrypter pour être s'assurer que, justement, qu'elles sont protégées et que on ne peut pas les utiliser pour des fins pas tout à fait légitimes. Donc, la plateforme qu'on parle ici, c'est une plateforme qui est de Proofpoint, a plusieurs éléments. On ne passera pas à travers tous parce que ça risque d'être long un peu. Mais un des éléments que je voudrais, on a parlé de phishing tantôt. Un des avantages qu'on a avec un outil tel que lui et qui va s'intégrer avec la plateforme de sensibilisation, Viviane, you have received a nice mail from the planet Mars. And you're winning millions and millions of Mars dollars. Obviously, I want that. How do I get it? You're a good person, right? Yeah, I deserve that. I think I deserve that. Yes, yeah. Okay, anyway, so we've trained you and we've gave you a lot of training on what not to do. You want it, but you have the training. So if you click on there's a function with Proofpoint that would allow you to transfer that mail to be analyzed. Because you think you should win, but maybe it's not. I don't remember signing up for the Mars sweepstakes. No, you don't? Okay. No, I don't. Honestly, don't remember that. So you can forward that mail to the analysis team, which will be reacting pretty quickly. And if it is a phishing, it will pull out all email
from every employee's mailbox. So in a single task, it will remove that mail from the enterprise completely. The other thing that's interesting is, the DLP. Like I said, if you want to make sure that the mail that you're sending or the information you're sending outside is not holding any special or private data, you can create patterns where you'll set, for example, credit card number, social assurance numbers, or different policy of rules that you're going to set up in the system, making sure that, data that you don't want out doesn't go out. So I think Frédéric from Proofpoint is going to be here later on, so you can chat with him. He's going to explain to you a little bit more of the product. Yep. Maybe just one question. Will the software tell you? Pourquoi je parle en anglais, moi? Excuse-moi. It's all my fault. C'est ma faute. Est-ce que le logiciel te permet de détecter? Tu me dis, on l'envoie dans un endroit qui est vérifié, après ça retire le courriel. Est-ce que ça nous dit s'il a été activé par quelqu'un dans l'entreprise? Ça, on va le savoir, effectivement. So, au niveau du système de gestion, on va le savoir s'il y a quelque chose qui s'est passé. Définitivement. Ça me fait plaisir. Yves, je pense que tu l'aimes, celle-là. T'as le micro, hein? T'as plus le micro? Bon, OK. Dans le fond... celle-là, là. OK. OK. Moi, ce que j'aime beaucoup, celle-là, c'est elle est très représentative de la situation de bien des gens dans bien des entreprises. C'est vrai que si je prends juste la monsieur ou madame qui frotte l'oreille, qui pense que c'est un tapis, bien souvent, dans une entreprise, chaque chose qu'on fait, on pense que c'est juste notre petit monde à nous autres, on n'a pas d'impact sur le reste. On n'a pas une vision globale. Donc, ça, c'est une excellente slide. Je trouve ça très, très bon. Effectivement, et c'est un bon intro pour Viviane qui nous parle. Excellent. So QRadar, I'm not going to talk a lot about QRadar. If you want to hear more about QRadar, come to my session tomorrow morning where I will talk in depth about IBM QRadar. It is a SIM. I will explain what is a SIM, why IBM has the best SIM on the market, and why we've continued to be one of the leaders for over 10 years in that market. A SIM solution such as QRadar is something that monitors your network activity and looks for anomalous behavior. It's like having a detective constantly monitoring everything that's going on and finding the suspicious activity that's in your network. That's the quickest way I can explain it. Goes hand in hand with something called I2. So if you're into threat hunting and investigation, which everyone should have an idea, but their strategy is around that, I2 is the IBM solution for that. And it's the solution that takes in both structured and unstructured data and connects it all together for your investigators to figure out exactly what's going on. So our network security tools can tell us, we found this piece of malware, this is where it showed up on the network, this is the IP address it originated from, so we know the computer that was infected, but then network tools stop there. They don't tell you about the person who logs in there, and who's the guy who uses that computer every day, and who picks him up after work. Who does he have lunch with on Thursdays? Is he connected to anybody with presence on the dark web, or who's a member of an Antifa group? So these are the questions that your investigators start to ask when they want to understand the origin and the nature and the scale of a threat. So I2 is our solution for investigation. As I mentioned, if you want to hear more about QRadar, we'll talk about that tomorrow, and I'll explain how IBM's continuing investment in cognitive technologies makes QRadar a leader in this space. But you basically need a SIM system to collect all of the log data from everything that's happening on your network, analyze your traffic, and tell you, hey, of these 5 million things that are happening on your network, here are the 4 that put together look like some kind of offense. Otherwise, your analysts and your security teams are drowning in too much information and they don't know where to focus. And a SIM is the solution that makes that possible. Exciting, right? Come see me at 9:45 tomorrow morning. Okay, this is another quick look at QRadar. Pretty graphs. The whole point is prioritize, triage, and respond effectively. Whoops, I went backwards. What do we do
if we get breached, because as we're fond of saying in my line of business, it's not if you're going to get breached, it's when. So what do you do? John and I will talk about this in detail tomorrow afternoon about how Equifax failed on every single facet of incident response. But an incident response plan, and better yet, an incident response platform that helps you develop that strategy and test it and practice it like a fire drill is what you need. So if the previous decades were about, detection and protection in cyber, this decade and the one next, I think, because we haven't made as much headway as I thought we would have, it's all about response. You're gonna get breached. You're gonna get hit with malware. Something's going to happen. Stuff meets fan inevitably. So what are you going to do about it? And IBM Resilient is our incident response platform that lets you define that playbook, test it, and orchestrate and automate the parts of it that you can, so that your entire organization moves together as one synchronized response unit. So if we get breached, at what point do we have to notify the authorities? At what point do we need to put out a press conference? At what point do we start shutting down servers? At what point do we tell people not to use the elevators? These are important questions that I guarantee most people have not really thought about and don't know how to coordinate in the event of some kind of cyber attack. But the worst time to figure that out is when stuff is already on fire. So have an incident response plan, have an incident response solution that lets you test that and allows you to automate the parts of it that can be automated. I shouldn't have to wait for somebody to come back in at 9 o'clock or 9:15 tomorrow morning to raise an IT ticket to take an infected server offline, right? I shouldn't have to wait over the weekend for that to happen. So incident response platforms, that's what they do. That's all the IBM talk you're going to get today. Come see me tomorrow. Donc, là, on l'a passé très rapidement au niveau des différentes contre-mesures. Toutes les entreprises, tous les formes d'entreprise faut qu'ils adressent la cybersécurité. Maintenant, toutes ces solutions-là ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les entreprises. Donc, au niveau de la vigie, ça, c'est clair que tout le monde devrait l'adresser. Quand on parle des vigies, c'est de faire des pen tests, de faire des tests et de s'assurer que notre environnement de l'extérieur est sécuritaire. Donc, tout le monde devrait procéder à ce genre de tests-là. On va faire affaire avec des firmes externes pour réaliser ces tests-là. Parce que si vous, à l'interne, vous avez fait votre configuration de firewall, ben, vous ne voulez pas vous-même faire des tests sur vous-même. Donc, on va s'assurer de faire affaire avec des gens qui sont de l'externe. Tu as l'air de te poser des questions, Pierre? Non, pas du tout. Oui, moi aussi. Donc, même chose au niveau de l'interne, les vigies, les analyses de risque. On va s'assurer de faire des tests aussi. Donc, les pen tests à l'interne doivent être réalisés pour faire les analyses de risque aussi par rapport à ça. Donc, on va utiliser des firmes externes. À l'interne, vous serez surpris de voir à quel point c'est facile de trouver des mots de passe des administrateurs qui traînent sur le réseau, qui passent par email. Donc, si on met un hacker à l'interne, ben c'est bien mieux de payer un hacker pour qu'il nous teste que de payer un hacker parce qu'il nous a hacké. Donc, on est aussi bien de le faire avant. Oui, beaucoup moins cher aussi. Donc, on va mettre un hacker à l'intérieur qui va scanner votre réseau, qui va voir qu'est-ce qu'il est capable de découvrir, que ce soit sur votre Active Directory, que ce soit des mails. Donc, on fait ça aussi. Donc, c'est une bonne hygiène à avoir. Donc, l'état de santé, production, TI, encore une fois, dans la petite entreprise, ça va aller surtout dans le cas où est-ce qu'on a vraiment des besoins au niveau de réglementation, au niveau des gouvernances à suivre. Je n'irai pas vraiment là-dedans pour l'instant. Au niveau de l'authentification, identité, confidentialité, la complexité finalement du service que vous avez en place, de ce que vous avez à gérer, va pas mal définir si vous devez l'utiliser ou non. Donc, si vous avez vraiment des environnements disparates, beaucoup d'environnements qui sont à l'externe ou à l'interne, donc d'avoir un gestionnaire d'identité pourrait être très utile pour vous. La confidentialité, encore une fois, s'il y a beaucoup de données qui sortent, beaucoup de données qui transigent, ça vaut peut-être la peine de pouvoir faire de l'encryption au niveau
de vos environnements, de ce qui sort en transit ou en rest. Le périmètre, on en a parlé en masse, c'est tout le monde devrait avoir la protection au niveau du périmètre. Maintenant, est-ce que tout devrait être géré à l'interne? Pas nécessairement. Comme on disait au début, beaucoup de services vont être gérés de l'externe ou par des MSP parce que les ressources sont rares, les ressources sont difficiles à trouver. Et d'avoir du monde qui connaît tous les différents types de systèmes, ça devient très, très, très complexe. La vision des réseaux, on en a parlé. Si on ne voit pas ce qui se passe, on ne pourra pas réagir, on ne pourra pas réparer ou quoi que ce soit, on ne sera pas au courant de ce qui se passe. Donc, la vision est là. Encore une fois, est-ce qu'on le fait à l'interne, est-ce qu'on le fait avec un MSP? La plupart des services maintenant vont aller en mode MSP ou en cloud-based. C'est trop complexe à votre monde. Donc, pour le reste des services, je ne pense pas que c'est nécessaire de passer à travers l'ensemble des systèmes-là. Mais chacun la cybersécurité que vous allez implanter est vraiment basée sur ce que vous allez avoir besoin comme plan d'affaires. Qu'est-ce que vous allez réaliser au niveau de la business? C'est à partir de là qu'on va déterminer les contrôles qu'on a besoin. Pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on n'a pas besoin des gros contrôles. C'est juste qu'on nécessairement, la technologie ou l'investissement qu'on va faire va être différent. On s'en a en service au lieu de faire de l'acquisition.